Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre délégué en charge de l'industrie. À vos côtés, Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Yara France. À ma gauche, Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour. Arboriculteur, président de l'association nationale Pomport. On aura l'occasion d'en parler. Et juste à vos côtés, donc Raphaël Reboul, bonjour. Bonjour. Producteur d'ail de la Drôme. Voilà. Alors, on va parler de différents sujets, bien sûr, en lien avec l'agriculture. Le premier sujet, par exemple, concernant les pommes, les poires et les distorsions de concurrence. La France est présidente du Conseil donc, européen et vous avez envie de nous dire quelque chose. Ah oui, donc Madame la Ministre, vous voyez, on commence directement dans le vif du sujet. C'est qu'une préoccupation principale que l'on a pour la pomme, la poire, mais également pour tous les fruits et légumes, c'est les initiatives franco-françaises qui vont un peu plus vite que la réglementation européenne. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on incrémente la réglementation nationale alors que nous sommes dans un marché unique, totalement libre, et bien à chaque fois, on donne un avantage concurrentiel aux autres pays et nous sommes en difficulté. Vous savez que dans la filière fruits et légumes, en 20 ans, là où nous étions à 70% d'autonomie de fruits et légumes produits en France pour être consommés en France, nous sommes à 50-50 et il semble que cela s'accélère. Donc ce que l'on aimerait vous passer comme message, mais nous faisons ça tous les jours auprès de tous vos collègues et de toutes les personnes en capacité d'agir, dire de grâce, si nous avons de très bonnes idées en France, proposons-les d'abord à nos collègues européens, décidons tous ensemble à l'échelle européenne. Comme ça serait plus logique que de dire nous prenons les devants et puis vous allez voir les autres, ils vont trouver que c'est tellement bien en France qu'ils vont nous suivre. Et entre-temps, ce que nous constatons, c'est que nous perdons de la capacité à produire. Je pourrais vous prendre comme exemple la suppression des plastiques au 1er janvier 2022. Vous voyez, ici, il y a des petites étiquettes sur, par exemple, nos clients européens ou mondiaux nous demandent d'avoir encore ces étiquettes et c'est la position en France qui est interdite dès lors que ce ne sont pas des stickers qui sont totalement home compost et on n'a pas la solution technique et nous sommes dans cette situation, mais je pourrais vous en citer bien d'autres. Donc j'aimerais avoir votre sentiment, savoir si jamais on peut imaginer que la France accepte de jouer le jeu complètement de l'Europe, toute l'Europe, rien que l'Europe, et de retenir ces idées nationales et de les proposer d'abord à l'échelle européenne. Madame la Ministre. Alors, vous avez raison, et en même temps, c'est parce qu'on a cette légère avance, en tout cas, c'est parce qu'on s'emploie maintenant à immédiatement transférer nos idées nationales au niveau européen qu'on a pu boucler la directive sur l'usage et l'interdiction des plastiques à usage unique en 18 mois et boucler un texte en 18 mois au niveau de l'Europe, je peux vous dire, c'est une gageure. Donc l'enjeu que nous avons, c'est d'assumer sur certains points d'être en avance, d'être capable d'accompagner les entreprises, et c'est peut-être là où on peut améliorer les choses pour leur permettre d'avoir cette avance et de retrouver un modèle économique qui leur permette de trouver une solution qui soit, je dirais, gérable dans leurs conditions d'exploitation. Donc, typiquement, sur tout ce qui est emballage plastique, le grand jeu, c'est je remplace par quoi? Combien ça me coûte? Est-ce que j'y ai accès et est-ce qu'il y a la production qui est suffisante? Et comment je peux le valoriser vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis du distributeur ou du transformateur si par hasard il y a une phase de transformation? Et c'est très exactement ce qu'on essaye, c'est-à-dire que dans le plan de relance, par exemple, nous avons accompagné des entreprises qui font des innovations en matière d'emballage de façon à, concomitamment avec la loi que nous proposons, que nous avons portée au niveau européen et qui a été votée au niveau européen sur un certain nombre d'éléments, qu'ensuite on ait les solutions et de préférence françaises pour répondre à ça. Là où vous avez raison, c'est que les calendriers ne sont pas toujours parfaitement alignés, mais il me semble que depuis 2-3 ans, on a bien les 3 éléments. Moi, je suis présidente du Conseil compétitivité dans le cadre de la présidence française. Je n'ai de cesse, vis-à-vis de mes collègues, de prôner une homogénéité maximale de nos règles, en particulier de bien différencier ce qui est règles qui sont imposées aux producteurs des règles qui sont imposées à la mise sur le marché. Si la mise sur le marché des produits répond aux mêmes règles, alors la concurrence est loyale. Si c'est juste les producteurs de tel ou tel pays qui doivent faire l'effort,
alors vous faites la concurrence avec des boulets aux pieds, tandis que les autres sont plus agiles que vous, et que les consommateurs ne comprennent pas nécessairement quels sont les efforts qu'il y a derrière votre produit et pourquoi c'est bon pour la planète, et c'est peut-être un investissement pour eux. Et est-ce qu'on peut avoir espoir, justement, que cela s'homogénéise ? C'est un sujet sur lequel on l'a vu très récemment par la décision qui a été prise, par exemple, sur la viande, d'interdire l'entrée sur le marché français, donc la mise sur le marché, ce qui est beaucoup plus puissant que l'interdiction aux exploitants. Enfin, il faut passer par là, mais de viande qui serait issue d'élevage qui utilise des antibiotiques. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est effectivement d'avoir un consensus européen sur des sujets qui sont souvent très sensibles. Moi, j'observe une chose, c'est qu'on a progressé en termes de rapidité d'adoption des textes et qu'il y a une pression européenne sur la transition écologique et énergétique. Ça pose une deuxième question. Parfois, ça dépend des sujets. Bon, un fruit emballé dans du plastique, tout le monde le voit. Donc ça, on sait qu'on l'a fait ou on ne l'a pas fait. De la viande issue d'un élevage qui utilise ou pas les antibiotiques, ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc ça pose la question des contrôles. Et là, sur les contrôles, c'est tout l'enjeu d'arriver à porter au niveau européen des autorités de contrôle qui aient le même niveau d'exigence que nos autorités de contrôle qui, en moyenne, sont regardées comme plus exigeantes avec des niveaux de contrôle et des laboratoires qui sont plus avancés et qui donc sont capables d'aller plus loin. Deuxième témoignage, donc Raphaël Roboul, producteur d'ail dans la Drôme. Il faut expliquer un peu quel type d'ail vous faites. Nous, on fait de l'ail français, donc de l'ail violet, de l'ail blanc. Voilà, bon. On a nos terroirs, tout va bien. On a beaucoup de signes qualité, HVE, label rouge, AOC. On a beaucoup travaillé sur les signes de qualité. Et là, on portait un autre signe de qualité qui était HVE, haute valeur environnementale. Le problème qu'on a, c'est qu'avec la nouvelle loi, là où on va avoir 2 conseils stratégiques tous les 5 ans, les 2500 € de baisse d'impôts. Le problème, c'est que tout le monde s'engouffre dans l'HVE. Et là, actuellement, ceux qui avaient HVE, IGP, et Global Gap, bien sûr, ils étaient à 20 centimes, 30 centimes au-dessus. Et là, l'État les fait tous rentrer dans cette manne. Et en fin de compte, le bénéfice de l'HVE est complètement perdu. On a la même problématique en bio, où tout le monde veut faire du bio, vous promouvez de faire du bio, et là on arrive à un sommet de production. Et ce sommet de production, en fin de compte, c'est une baisse de prix. Alors peut-être que c'était prévu pour rebaisser les prix, pour que les consommateurs atteignent tous le bio, par la loi Egalim, par autre chose, mais c'est pas logique. On est en train de casser beaucoup de choses. Quand l'État prend l'HVE, le bio, et dit allez-y, 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 en les poussant, ben, on casse beaucoup de petites exploitations. Est-ce qu'il faut réserver quelque part les signes de qualité pour une élite ou amener tout le monde, quitte à voir l'écart se réduire ? Alors, d'abord, je pense que vous avez raison de dire qu'on n'a jamais eu autant d'exploitations qui se convertissent au bio. Et ça, c'est important. C'est important pour le consommateur. Oui, mais il faut qu'elles vivent. Je viens, c'est mon second point. Mais aujourd'hui, l'accélération de l'agriculture raisonnée, parce que c'est aussi une étape importante, et de l'agriculture biologique, est, de mon point de vue, une victoire pour la France. La deuxième chose, c'est tout ce que nous portons dans le cadre de la loi Egalim, c'est-à-dire de dire que, c'est ce que dit très bien Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le sujet du revenu des agriculteurs est la mère des batailles. Et il faut accepter qu'on ne peut pas rémunérer de la même manière différents signes de qualité. De même, il faut accepter de payer la réalité du coût. C'est tout le combat que nous menons dans les négociations commerciales en ce moment pour effectivement obtenir des contrats qui soient signés dans les temps. Et c'est demain qu'ils doivent être signés. Et on sait tous combien c'est difficile et combien ces dernières heures sont importantes. Et moi, je peux d'ores et déjà vous dire que demain, la DGCCRF sera sur le terrain pour contrôler la signature des contrats et pour voir de quel côté la résistance se fait et pourquoi ils ne sont pas signés si ces contrats ne sont pas signés. On peut être en médiation, ça on peut comprendre. On peut avoir du mal, on est vraiment dans les dernières heures, donc très bien, mais on peut aussi avoir de la mauvaise foi dans la négociation et ça fait partie des choses que la DGCCRF peut contrôler et sanctionner. Et de l'autre côté, c'est effectivement de valoriser ces signes particuliers.
Je pense notamment aux indications géographiques qui sont des signes Oui, mais il était qu'on est en couplé. train de justement de protéger, y compris au niveau européen, et de développer au niveau européen pour leur donner plus de valeur, pour leur donner une capacité d'exportation, pour leur donner une capacité de valorisation. Mais couplé avec le HVE, ça a encore augmenté les marges pour les agriculteurs. Et même s'ils faisaient des efforts, et écologiquement parlant, l'HVE c'est très bien. Oui. Mais en fin de compte, s'ils ne s'y retrouvent plus, ils auront les embêtements sans avoir le petit delta bénéfice ou de retour financier pour eux. Donc en fin de compte, ils ne se retrouveront plus. Et on voit, que ce soit l'HVE ou le bio, pour moi c'est entre guillemets la même chose, on voit des retours en arrière. Et c'est dommage. Dommage. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises. Après, il n'y a rien de plus difficile que de passer d'un état où l'organisation des marges, des rentabilités était basée sur je dirais un système où effectivement il y avait une moindre attention à la qualité environnementale. On était collectivement en tant que consommateurs habitués à un certain niveau de prix et même aller chercher toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, à un état futur où on doit quelque part en tant que consommateur être prêt à payer peut-être un peu plus certains signes de qualité, où les distributeurs doivent faire l'effort, où les transformateurs doivent faire l'effort et où on travaille sur le principe de négociabilité ou de non-négociabilité des tarifs. Et on voit qu'on a fait avec Egalim 1 et Egalim 2 des avancées et qu'il faut continuer à pousser très fort. Et je pense que c'est cet état intermédiaire qui est compliqué à porter, mais à mon avis, il y a encore voilà, quelques mois, quelques années de... Troisième sujet d'étude, cas d'école, cas concret. Nicolas Broutin, vous êtes président de Yara, vous fabriquez des engrais et vous avez une question à poser à la ministre. Oui, donc nous sommes des industriels. On a effectivement 3 usines en France, Le Havre, Montoire de Bretagne et Ambès. On fabrique des engrais, mais pas seulement, aussi des produits industriels comme l'AdBlue, qui sert à comme additif dans les moteurs diesel. On a une mission, on a une priorité qui est la sécurité de nos sites, qui est la sécurité de nos produits, et on distribue et on fabrique effectivement un produit qui est l'ammonitrate, et autour duquel aujourd'hui nous avons des inquiétudes puisque les nouvelles propositions en termes de réglementation sur la distribution du produit nous semblent aujourd'hui peut-être très contraignantes pour pouvoir maintenir notre activité. Donc évidemment, ça c'est une première préoccupation que je voulais évoquer. Puis la deuxième, c'est la décarbonation. Nous sommes dans une trajectoire de décarbonation de nos sites. C'est fondamental pour l'agriculture française pour qu'elle puisse aboutir à des productions décarbonées. Ce sont nos 2 sujets aujourd'hui, c'est le témoignage et c'est ce que je voulais évoquer avec vous, Madame la Ministre. Mais pour être précis, c'est l'abaissement en fait, du seuil de 250 à 150 Oui, donc aujourd'hui, tonnes. effectivement, la discussion principale réside sur l'abaissement du seuil de stockage de l'ammonitrate au dosage vrac, qui est une évolution certainement nécessaire. Notre problématique, c'est qu'on a une évolution très forte de l'évolution du stockage en big bag également, alors qu'il nous semble que le big bag est une solution en termes de sécurité tout à fait satisfaisante. Madame la ministre. Sur l'ammonitrate, je ne suis pas une spécialiste du big bag et des autres formats de stockage, donc je me permettrai de renvoyer vers le ministère de la Transition écologique, puisque c'est tous ces sujets d'impact et de risque qui doivent être revus. En tout état de cause, le sujet, c'est évidemment de prendre des décisions qui sont fondées sur la science. C'est ce à quoi on s'emploie, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois avantage-risque par rapport à des décisions et de ne pas imposer des surcharges réglementaires pour finalement plus répondre à une angoisse que répondre à une réalité de risque. Et je me propose, si cela est nécessaire, de faire l'intermédiaire avec le ministère de la Transition écologique. Sur la décarbonation, on a accompagné de manière massive la décarbonation des transformateurs, vous en êtes un, des transformateurs dans l'agroalimentaire. C'est des financements à hauteur de 40% du coût des projets, parce qu'on sait que la décarbonation, alors autant les signes de qualité, on peut essayer de les pousser dans le prix, autant c'est pas totalement évident de dire à un consommateur, vous allez... ce que vous achetez émet moins de CO2 et donc vous allez le retrouver dans le prix. En tout cas, c'est plus difficile à porter comme discours, on a pu l'observer. Les retours sur investissement, des investissements en matière de décarbonation sont des retours
parfois assez longs, qui se comptent au-delà de 7 ans. Donc c'est une prise de risque pour les entreprises qui est difficile à prendre. C'est pour ça que l'État accompagne à hauteur de 40% les projets de décarbonation impactants. On l'a fait beaucoup dans tout ce qui est séchage, dans l'agroalimentaire, on l'a fait sur la luzerne, on l'a fait sur pas mal de procédés de transformation, d'utilisation du gaz naturel. D'ailleurs, il se trouve que les entreprises qui ont fait les investissements l'année dernière, aujourd'hui, s'en trouvent tout à fait satisfaites parce qu'elles font face à une dépense évitée qui est l'augmentation du prix du gaz naturel. Donc c'est aussi bon pour tout le monde d'avoir efficacité énergétique et réduction des intrants dont on ne maîtrise pas le prix. Et donc je vous invite vraiment à utiliser ces dispositifs, à la fois le guichet décarbonation qui est ouvert à n'importe quelle entreprise, n'importe quelle taille d'entreprise, 40% d'accompagnement, et les projets structurants avec l'ADEME. Et je précise... je précise que nous avons finalisé la dernière phase de décarbonation de notre usine d'Ambès avec l'accompagnement de l'ADEME. Non, l'émission est terminée. Je voudrais juste vous poser une question. Elle sera très courte, très simple, c'est un chiffre. Il y aura des amendes demain. Alors demain, il y aura des contrôles. Des contrôles, pas des amendes, puisque il y a effectivement... eu des amendes la semaine dernière. Il y a eu des amendes logistiques, des pénalités logistiques. On sait qu'une entreprise s'est fait accrocher à 19 millions d'euros. Il y aura des amendes dans les jours à venir, toujours sur les pénalités logistiques. Et à partir du 1er mars, puisque c'est la date de fin de négociation, il y aura des contrôles avec la durée du contrôle, puisque c'est une procédure qui suppose de respecter les droits de la défense, mais des amendes au bout si on considère que la loi n'est pas respectée. Et je crois que c'est 300 000 euros par contrat qui n'est pas finalisé, c'est ça? C'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, c'est ce que ça avait coûté à certaines enseignes il y a 2 ans. Exactement. Madame la ministre, merci beaucoup. Messieurs, merci d'être venus ici pour en débattre. Et puis surtout, merci à vous. Merci.